Ces femmes veulent voir clair sur leur situation des retraites. D'une part, elles saluent les efforts du président de la République qui a répondu favorablement aux attentes des retraités du secteur public. Mais qu'en est-il d'autre part de ceux du secteur privé? Ces anciens agents de la main-d'œuvre non permanente disent être oubliés par l'État. Et pourtant, elles sont et ont été les mains fortes de l'administration qui compte peu de fonctionnaires. Bon, depuis que nous sommes sortis de notre retraite, bien sûr, ma retraite passe, mais le service rendu n'est pas sorti. Bon, je voulais aussi, ça c'est pas pour moi seul, je voulais aussi pour l'ensemble de tous mes soeurs, mes frères, nous sommes sortis tous en 2020. Jusqu'alors, nous n'avons pas notre service rendu. Une situation qui dépasse leur entendement. Je me vois pas mal jusqu'en ce moment-là, avant que la caisse puisse prendre ça en charge pour maintenir les retraités, qu'une personne soit en retraite et toucher sa pension. Je parle que papa Oligui, vraiment là où je suis là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je vis, je ne sais même pas. Je suis une veuve. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai les enfants, je ne sais pas comment faire. En brousse, les éléphants ne savent que m'embêter. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà fait, depuis 2021 que je suis posé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas 5 francs pour les enfants. Je fais comment? Les maladies, je fais comment? Tant de problèmes que souhaitent soumettre les retraités du secteur privé et ceux de la main-d'œuvre non permanente qui peinent à payer leur loyer en dépit de leurs efforts à maintenir l'administration gabonaise. À Tchubanga, le président de la République, chef de l'État, est attendu par les populations avec plusieurs dossiers en main. Développer les activités génératrices de revenus de nombreux compatriotes, tel est l'objectif que se fixe ce fils de Mwabi en la personne de Wilfried Boulindi Mikala. En présence des autorités locales, chaque famille a pu bénéficier de ce geste de solidarité des produits de première nécessité et ceux pouvant développer toute autre activité génératrice de revenus. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à pêcher plutôt qu'à donner du poisson. Donc toutes les mamans qui se débrouillent à faire leur gâteau, on leur apporte l'eau nécessaire qu'il faut pour que cette activité-là connaisse beaucoup plus de succès. Ceux qui font dans la coiffure, dans la cordonnerie et dans la pédicure-manicure. Ce sont ces personnes-là que nous sommes venus soutenir et nous leur avons prodigué des conseils dans le sens de se prendre effectivement en charge pour ne pas dépendre des politiques. Ce geste du fils de Mwabi a eu pour seul objectif sensibiliser les populations sur l'entrepreneuriat. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je viens de recevoir 2 kits, un kit de la coiffure plus un kit de la cordonnerie qui veut vraiment nous soutenir dans ce que nous faisons comme activité. Ici, c'est pour remercier notre fils qui a pensé à nous, qui faisons des petits métiers au-delà de nos activités de tous les jours, c'est-à-dire l'emploi. Pour nous permettre de joindre les deux bouts. Voilà, je suis émue de recevoir ce kit au geste que l'office du village. Vivement que d'autres en prennent exemple pour diminuer le taux de chômage dans cette partie de la province. Tu aideras ton prochain, ainsi disent les Saintes Écritures. C'est une sortie officielle de l'association Masanga en Marche, une plateforme qui regroupe l'ensemble des filles et fils de la localité. Pour cette nouvelle sortie, Masanga en Marche dépose ses valises, ici même, à Tchubanga. En effet, conformément à la loi numéro 3562 du 10 décembre 1962, régissant la création et le fonctionnement des associations en République gabonaise, les membres fondateurs ont entrepris les différentes démarches administratives, donnant ainsi lieu à la reconnaissance juridique de cette association. 3 piliers fondamentaux ont rehaussé cet événement associatif, avec en grand caractère le changement de mentalité. Le message portait essentiellement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le changement de mentalité. Ce sont les hommes qui bâtissent. Et pour que ces hommes-là bâtissent, il faut qu'ils se mettent ensemble. Pour qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'ils aient en partage une certaine vision, un certain nombre d'idées. Les Ninois sont quasiment absents de l'activité économique. Donc, il va falloir que nous puissions impulser une dynamique qui va dans le sens de créer des activités génératrices de revenus. Donc, le troisième pilier, c'est le pilier politique. Ce sont les hommes qui bâtissent.
ce sont les hommes qui font en sorte qu'une situation puisse changer. Donc nous avons à cœur de susciter une nouvelle génération de leaders. Une initiative qui vise à regrouper les filles et fils de la Nyonga pour une même communion appréciée par les participants. Je crois bien que au regard de leur action, hein, qui tourne autour des 3 piliers dont ils ont fait état tout à l'heure, c'est des piliers qui cadrent aujourd'hui à l'orée de la Ve République. Celui qui veut marcher pour avancer est libre donc de se prononcer. Il s'agit des moutons offerts aux mosquées de la province de la Nyonga, un don du président de la République qui vise à accompagner la communauté musulmane en ce temps de fête de moutons, comme a-t-on coutume de le dire. Le chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, a offert à la communauté musulmane de la Nyanga un don de moutons pour l'occasion. Donc nous sommes très heureux parce que c'est un geste du cœur, c'est un geste de la foi, c'est un geste de cohésion, c'est un geste de partage. Donc nous demandons au Très-Haut, Allah, le souverain, de lui accorder longévité, prospérité pour sa façon, sa méthode de garder toutes les communautés au même pied d'égalité. Et vous savez, nous dans l'islam, lorsque un homme partage, ça, il faut témoigner qu'il a un bon cœur. Un geste de solidarité apprécié par la communauté. Nous pensons que c'est un geste de bonne foi, un geste de générosité, et puis nous sommes satisfaits du geste de chef de l'État en tant que garant des institutions et qui a su mettre la cohésion, n'est-ce pas, sur la plupart de l'obédience religieuse. Il ne reste qu'aux bénéficiaires d'en faire un bon partage. Après l'attaque du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est du pays, Félix Tshisekedi avait promis que l'effort de guerre deviendrait sa priorité. En mars dernier, le président congolais a concrétisé cet engagement en prenant une mesure longtemps attendue et dont se félicite le gouvernement. Jamais dans l'histoire de ces pays, on a multiplié par 2 les salaires des policiers et des militaires. C'est des modestes augmentations qui sont réalisées au fil des années. 10 000 francs, 20 000 francs. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure de la situation. Celui qui avait 300 000 francs à 600 000 francs aujourd'hui. Des salaires doublés et un signal fort en soutien à l'armée nationale, souvent critiquée pour son manque de moyens et son organisation défaillante. Mais la mesure est-elle durable et qui en bénéficie ? Pour certaines familles, les critères d'acquisition restent opaques. Cette orpheline, dont le père est mort au combat, affirme ne plus percevoir les aides financières qui lui étaient versées. Au mois de mars, nous avons perçu le salaire. Au mois d'avril, rien. Le compte n'a pas été accrédité, mais les militaires en vie ont bien touché leur salaire. Certains orphelins et veuves ont touché, mais plus de 4 000 autres n'ont pas touché. Le porte-parole des forces armées s'est exprimé sur le sujet. Il a rappelé, selon lui, les règles de dédommagement. L'orphelin perd tout droit à la rente lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans et exerce une activité rémunérée. Pour l'orphelin engagé dans les études, l'âge limite est de 25 ans. Reste une question centrale, celle du financement. La perte de territoire dans le nord et sud Kivu, région riche en ressources naturelles, a privé le gouvernement d'une part importante de ses revenus. Valérie Madianga, directeur d'un centre de recherche, estime que le doublement des salaires est tenable à long terme, à condition de s'attaquer à la corruption. Si on ne bouge pas les poches de fuite des capitaux, je pense qu'il sera difficile pour qu'on maintienne. C'est pourquoi nous, on insiste sur la politique de la lutte contre la corruption pour qu'on canalise davantage les revenus et assurer les dépenses qu'on est en train de créer aujourd'hui.
Face à la détérioration du contexte sécuritaire, le gouvernement congolais a déjà revu à la hausse son budget pour l'année 2025. Pour les 4 premiers mois seulement, les dépenses exceptionnelles de défense et sécurité sont estimées à plus d'1 milliard de dollars. Du bois posé en vrac à même le sol. Des dizaines de milliers de troncs coupés et vendus. La source d'énergie la plus utilisée à Niamey, où 90% des ménages l'emploient pour la cuisine ou l'éclairage. Mais depuis quelque temps, il vient à manquer. Car la capitale nigérienne se ravitaille dans le sud-ouest du pays, à moins de 100 km de Niamey, dans la région forestière proche du Burkina Faso, où la présence djihadiste est forte. Selon les sources locales, jusqu'ici, ces derniers se contentaient de réguler la coupe du bois en percevant des taxes. Désormais, ils en interdisent la coupe et le commerce dans leur zone d'influence. Les zones d'exploitation du bois, vraiment, c'est des zones très boisées. Parfois, c'est des caches même des terroristes. Maintenant, eux, les terroristes, ils disent que les commerçants transporteurs du bois, les exploitants du bois, ils sont en train de détruire leurs cases. Donc, ils ont dit ça, c'est inadmissible, ils ne peuvent pas accepter ça. À maintes fois, ils nous ont donné vraiment des avertissements. Des avertissements sous forme de menaces, tabassages, enlèvements et même meurtres. Selon l'association des exploitants de bois du pays, en l'espace de 10 ans, 24 chauffeurs et apprentis ont été tués et 52 camions brûlés. Face aux risques encourus, les chauffeurs et vendeurs de bois ont modifié leur route et vont désormais vers les zones semi-désertiques au nord-ouest de Niamey, d'anciens épicentres des violences djihadistes, désormais assez calmes. Les chauffeurs doivent maintenant parcourir de très longues distances pour chercher le bois à cause du problème d'insécurité. Les zones les plus proches vers Torodi, Makalondi vivent des problèmes de sécurité et donc on ne s'y rend plus. Avant, ça nous prenait juste une journée pour ramener une cargaison de bois à Niamey. Aujourd'hui, ça peut prendre jusqu'à une semaine, donc la situation est intenable. Et les prix flambent. La cargaison de bois, autrefois à 100 000 francs CFA dans le sud-ouest, vaut désormais entre 300 000 et 350 000 francs CFA. Et le chiffre d'affaires annuel du secteur à Niamey est en chute libre, sans compter l'impact écologique de la déforestation sur les zones au nord de la capitale.